Alors qu'ils étaient présentés comme de véritables tueurs de masse pendant toutes ces années, voici la vérité, celle de l'autre côté du mur. Bonjour tout le monde et bienvenue dans notre critique analyse du 3e épisode de la saison finale de l'Attaque des Titans. Si vous voulez connaître tous ces secrets et vivre avec nous la meilleure expérience possible, vous êtes au bon endroit. Et le tout sans aucun spoiler. Vous êtes prêts? C'est parti. Remontons dans le temps il y a presque 10 ans, alors que le petit Reiner, sale Eldien discriminé par la population, décide de devenir aspirant guerrier pour faire devenir sa mère citoyenne d'honneur afin qu'elle puisse vivre en sérénité avec son père, citoyen Mar. Voici venir Reiner Braun, reflet de la médiocrité d'Eren Yeager, cette fois-ci de l'autre côté de la mer. Un Reiner qui a définitivement beaucoup de mal à obtenir le cuirassé, puisqu'ici, à part vanter les louanges de Mar et discriminer absolument les Eldiens démoniaques de l'île, ce que, comme dit Porco, tout le monde peut faire, il n'a aucun talent. Il n'est ni bon au corps à corps, il n'est ni bon au tir, il n'est bon nulle part. La concurrence est rude et le petit Reiner n'a donc aucune chance de remporter un titan primordial et de rendre sa mère fière de lui. Mais ça, c'était sans compter l'amour de Marcel Galliard pour son frère Porco qui ira vanter la ténacité du petit Braun pour le faire devenir le cuirassé et sauver son frère de la malédiction d'Ymir. Mais Reiner, second protagoniste principal de son œuvre, possède une caractéristique que nous avons déjà vue dans le premier. La seule chose qu'il a, une détermination, une ténacité. Mais pour autant, est-ce que ça suffit? Voilà alors que les 4 enfants sont envoyés sur l'île de Paradis et Marcel Galliard perd la vie après avoir protégé son frère pour protéger cette fois-ci celle de Reiner contre le titan d'Ymir qui, après 60 ans d'attente, retrouve enfin sa forme humaine. Les enfants arrivent donc devant la porte de l'espoir et ce jour-là, l'humanité tout entière se souvint de ce terrible sentiment, celui de n'être que du bétail en cage et de ses prédateurs à sa porte. C'est clairement dans ces moments-là qu'on comprend toute l'importance du storytelling chez Isayama et la réalisation très pertinente de cet épisode 3, puisque la porte de l'espoir nous fait passer la destruction du mur Maria comme une catharsis pertinente pour les guerriers qui finalement ici ont une victoire, leur première victoire, alors que c'est des enfants. Et finalement, peut-être qu'il n'y a ni gentil ni méchant. Parce que alors que cette porte du mur Maria dans le tout premier épisode représentait la fatalité, le drame, ici, 62 épisodes plus tard, elle représentait finalement de l'autre côté l'espoir. Qu'est-ce qu'on a pensé alors de cet épisode 3 qui est, je pense, on peut le dire, vraiment fantastique. Le meilleur des épisodes, il n'y en a que 3, mais de très loin puisque, et il faut noter ici sa réalisation qui est impeccable, puisque le réalisateur de la saison réalise pour la première fois un épisode, et ça se sent. Un épisode donc d'une réussite totale, et c'était pas gagné. Il adapte presque 4 chapitres et représente à lui tout seul un exercice monumental. Il était totalement légitime d'appréhender cet épisode, sachant qu'il allait adapter autant de chapitres en si peu de temps. Et alors découvrir les premières secondes, découvrir ce rythme monté comme une bande-annonce jusqu'au générique, où ça se terminera avec la scène de Reiner d'un côté du mur et de l'autre Eren. La fin de ce chapitre 95 qui avait marqué beaucoup de lecteurs ici se retrouve avant le générique pour vous dire attention, ça va aller très vite. Et là, très bonne surprise ici, c'est que s'il y a un point noir, on va un petit peu l'évoquer après, ce qu'on appréhendait le plus, c'était toutes les scènes qui allaient être coupées pour pouvoir rentrer tout cela en 20 minutes. Et bien finalement, excellente surprise de la part du réalisateur qui présente absolument toutes les séquences capitales, mais peut-être ici en les rendant un peu plus courtes, plus pertinentes. Un jeune Reiner sous la pluie qui court avec son arme, qui nous rappelle forcément l'entraînement de la 104e division où il était fort, où il prenait le sac d'Armin, où il était sous la pluie, alors que l'instructeur à cheval
l'engueulait. De l'autre côté du mur, l'instructeur à cheval l'engueulait et pourtant, il avait beaucoup de mal à avancer. On comprend donc qu'il s'est passé quelque chose pour Reiner, on comprend qu'il a totalement changé de personnalité, on va y revenir plus tard, mais ce qui est très intéressant, c'est donc le rythme de cet épisode qui débute tel une bande-annonce. Littéralement, on retrouve la composition qui a été faite pour la bande-annonce de la saison 4, l'été dernier. C'est extrêmement bien réalisé, c'est chiadé comme pas possible. Comme disait Kitaro, tout est condensé en quelques secondes à peine, mais tout est compréhensible. Pour que ça puisse aller très vite, forcément, toutes les lignes de dialogue ont un propos, toutes les paroles sont capitales. Nous avons donc un montage ultra dynamique, ultra intelligent et très fidèle au manga, comme par exemple quand Reiner voit son père et tout simplement un petit coma cérébral, se fait ensuite rappeler par sa mère, ensuite quand ils sont sur l'île de Paradis et que nous avons un plan 3D après la révélation de Marcel de pourquoi il se fait que de s'excuser à Reiner et que c'est parce que en fait tout simplement il a voulu sauver son frère et avoue donc indirectement que Reiner est le plus faible des enfants. Et surtout qu'il est prêt à le sacrifier Reiner pour son frère quoi. Exactement. Un magnifique plan 3D qui passe de la nuit aux couleurs du petit matin, jusque-là à la mort de Marcel, entrecoupé directement par l'arrivée de Reiner devant cet arbre symbolique qui rappelle l'arrivée de Grisha sur Paradis et sa rencontre avec Kish Sadis. Et alors que la première partie de l'épisode jusqu'au générique te happe totalement dedans, on est pris, ça va vite, il y a énormément d'informations, le montage est carré pour nous montrer les spécialités de chaque enfant en une phrase à peine, tout en montrant les spécialités d'Isayama. Un personnage en arrière-plan sera en train de faire quelque chose avec Annie en train d'écraser la sauterelle et donc on aura deux fois dans le même épisode une épanadyplose visuelle. Une séquence commencera avec une sauterelle et se terminera avec une sauterelle. Et une autre séquence à la fin qui commencera par un pendu et se terminera avec un pendu. Et donc en 20 minutes, on se rend compte de tout ce que ça raconte. Il y a énormément de choses à décortiquer. L'arrivée des titans s'est présentée en quelques secondes à peine avec des fiches, vous savez, un peu unité spéciale d'élite, début du siècle infiltré, qui rappellent totalement les fiches de renseignement militaire du début du 20e siècle. Et c'est tellement bien fait, les couleurs sont magnifiques, les titans en 2D, féminin ici, n'a jamais été aussi beau et la tête du féminin et fidèle à Isayama. Petit défaut forcément sur un peu la 3D du bestial qui pourtant statique, on ne comprend pas. Enfin, dessinez-le au pire. La musique, avant elle représentait la peur des titans, elle le représente toujours. Et les couleurs sont là, celles qui m'avaient tellement manqué dans le deuxième épisode, c'est d'une réussite totale. Le petit brouillard qu'on pouvait regretter dans les précédents épisodes, qui ici laisse place enfin à des palettes de couleurs super intéressantes, le visage du colossal à travers les jumelles qui est absolument terrifiant. Et pendant cet entraînement, vous remarquerez que Sig a ses lunettes sur les photos, tandis que lorsqu'il est avec sa pomme il y a quelques années auparavant, il n'a toujours pas ses lunettes. Alors une vérité se dégage, il a obtenu ses lunettes entre ces deux moments. On a un parallèle très fort qui est donc créé, vous comprenez, avec les générations précédentes, c'est-à-dire que le Sig Jaeger ici est donc vraiment ressemble énormément à Colt Gleiss et le petit Reiner ressemble énormément au petit Falco Gleiss. Et de Gleiss qui, pour ceux qui ne le savaient pas, sont donc les petits-neveux de cet homme qui était ami de Grisha Jaeger et qui l'avait mis dans la résistance, qui a été donc transformé en titan sur le mur de la plage, obligeant la famille Gleiss à racheter leur fierté à Mar en poussant leurs deux petits-enfants à devenir des titans. Et alors, merci beaucoup Mappa Studio de rendre hommage au manga d'Isayama, lui-même qui avait déjà affirmé avoir adoré cet épisode, et on le comprend. Regardez tout simplement Annie, ça faisait 7 ans qu'on ne l'avait pas vue et elle est resplendissante, ça fait plaisir de la voir. Jamais les chara-design n'auront été aussi fidèles. Si les visages, l'intonation des voix des seiyuu, les pupilles qui brillent, les visages qui sont encore mieux animés, cette ambiance pesante, tout ce pathos, ce drama que Wheat faisait si bien, on le retrouve, que ce soit sous l'arbre, que ce soit dans la cour, ou bien que ce soit avec Kenny dans cette ruelle, on le retrouve enfin. Yahoo! Et lui aussi est magnifié, il est parfait, le dialogue très fidèle à l'écriture d'Isayama. L'égorgeur ira jusqu'à mentionner sa petite sœur Cutiel, ça fait vraiment plaisir à entendre, et aussi Mappa accentuera le coup de pied de Annie dans les briques. Annie qui doit donc rentrer chez elle, elle le répète sous cet arbre, et ça nous donne des frissons. On repense à cet épisode final de la saison 1 contre Eren.
Un autre personnage tout aussi émouvant de revoir ici, c'est Bertolt Hoover. Le doubleur de Bertolt Hoover qui s'est donné à cœur joie de revenir pour cet épisode unique de l'attaque des Titans. Quelqu'un d'extrêmement talentueux qui permet vraiment de redonner vie. Quelle belle voix il a, quelle belle voix, il n'est pas assez présent. Toute cette seconde des panadiplose visuelle qui sera commencée avec le pendu pour finir avec le pendu, le concerne lui plus particulièrement. Parce que cette histoire qu'il a volée pour mentir aux soldats de la 104e brigade. Ce jour-là, le bétail était animé, la terre tremblait et alors j'ai ouvert la fenêtre et là, je les ai vus. C'est incroyable, c'était en 2013, Bertolt Hoover racontait ça dans le plus grand des calmes à Eren. Alors qu'en fait, c'était l'histoire de ce vieux qui a dû abandonner ses enfants et qui donc, par trop grande culpabilité, a décidé de raconter tout ça à des inconnus avant de se suicider. Un hommage rendu donc à l'épisode 3 de la première saison de l'attaque des Titans, avec un plan qui va être ici redessiné par Mappa de la manière la plus fidèle possible pour nous faire comprendre que l'histoire de Bertolt n'était qu'un mensonge, un escroc qui a fabulé une histoire pour pouvoir s'infiltrer chez les soldats. Bertolt ne cesse alors de rêver de cet homme et de son histoire tant sa culpabilité est lourde. Après mûre réflexion, le jeune guerrier en tire une conclusion majeure et très importante pour le personnage que vous verrez seulement dans l'épisode prochain ou au tout début de l'épisode 5. Alors on repense avec beaucoup d'émotion à ce plan très spécial de Red Swan où on voyait les 4 guerriers marcher dans la nuit et l'apparition très mystérieuse de Marcel. Maintenant, ce campement est représenté et alors on repense encore avec émotion à cet épisode 9 de la saison 2 de l'attaque des Titans lorsque Bertolt demandait à Ymir « Est-ce que tu te souviens de qui tu as mangé ?» Ymir, 君は人間に戻るとき、誰を食ったか覚えているか? Des années et des années avant cette scène, c'était il y a plus de 3 ans, avant que nous comprenions que c'était son jeune ami Marcel. C'est vraiment quelque chose de très émouvant parce que cet épisode a réussi ses 2 objectifs. Le premier était bien de montrer l'autre côté des murs, alors que depuis le début, ils sont présentés comme des monstres abominables, tueurs de masse. Voilà la vérité, celle de l'autre côté, qui sont juste des enfants vulnérables, un groupe de guerriers déjà divisés et en plus en proie au remords, au doute. À peine arrivés sur l'île, ils ont déjà échoué leur mission. C'est une vraie débandade, c'est une catastrophe, rien ne va pour eux. Et ce trio qu'on pensait si soudé, qu'on détestait puisqu'ils étaient tous les 3 ensemble, s'origine tristement sur une relation très toxique. Et alors, sous cet arbre se trouve une dispute incroyable qui ira donc rappeler celle dans les arbres géants dans la saison 2 de l'attaque des Titans, quelque chose qui nous prend aux tripes avec un Reiner qui nous montre vraiment qui il est et surtout sa métamorphose, qu'il n'est plus Reiner, il va devenir Marcel et à partir de là en fait, il va jouer au bon soldat. Vous comprenez l'origine de sa dysphorie mentale. C'est ça, il va jouer maintenant au grand frère pour se protéger lui parce que rien ne va chez lui. Le pauvre, il est tellement faible, il est tellement mauvais, tellement médiocre, il a peur. C'est un enfant, c'est normal en fait, mais pour ça il va donc se protéger et va devenir celui que tout le monde voulait qu'il soit, Marcel, le grand frère, le beau gosse, celui qui est fort, qui va aider les autres. Et donc alors que au début de l'épisode il court sous la pluie et tout, faible, eh bien c'est lui qui va soulever Armin. Oh, putain. Et alors on peut cependant regretter que dans l'épisode 2, lorsque Porco dit « On aurait dit que tu te prenais pour mon frère », ils ont coupé le passage dans le manga où Reiner marque une pause puis s'exprime en disant « T'as tout à fait raison, encore une fois Porco, tu vois dans le mille ». On retrouvera quand même sous cette dispute sous cet arbre bien la prise de Reiner qui fera donc un parallèle d'écriture avec celle contre Eren aux arbres géants, que ce soit pour étouffer Eren ou étouffer Annie, il utilise la même technique. Cependant, il sera regrettable de ne pas retrouver Reiner les jambes derrière la tête, secoué par Annie dans l'entraînement petit qui faisait également un parallèle d'écriture avec le fameux entraînement de la 104e brigade. Un conflit sous l'arbre qui va alors se finir sur l'étranglement et l'évanouissement d'Annie Leonhardt. Le point noir vraiment de l'épisode pour moi il est là, c'est la destruction de la porte Maria, puisque Isayama dans le papier s'était fait un cadeau, celui de redessiner ce avec quoi il a eu beaucoup de mal lors de ses débuts, et ici de sublimer son propre manga. Je m'attendais vraiment à un hommage à la saison 1, cependant ici ils ont pris le parti pris puisque c'est dans la continuité de quelque chose qui va extrêmement vite. Juste un rappel, à l'instar de Chronicle, qui est vraiment ici un coupage extrêmement dynamique, qui ici du coup va réutiliser les scènes de Wheat avec la voix de Reiner par-dessus. Cependant,
Du coup, l'évanouissement d'Annie prend ici un tout autre sens puisque dans le manga, Annie ne s'évanouit pas, mais elle va se transformer en titan, et ça explique quelque chose de très important pour le manga, c'est que Annie va alors se transformer en féminin, crier, afin de faire venir tous les titans qui logiquement arrivent après devant Maria. À ce moment-là, Annie, qui a fait le boulot de Marcel, qui lui devait également courir jusqu'au mur Maria, est trop fatiguée et s'évanouit. Elle peut alors se réveiller au camp de réfugiés. Cependant, ça fait vraiment la part belle à l'épisode 1 qui, lorsqu'on va le revoir, aura une saveur complètement différente. Ce sera quelque chose d'assez fantastique d'avoir la musique sur Rainer Braun en titan, sans aucune parole, qui défonce le mur, alors qu'on sait cette fois-ci ce qu'il pensera. Je trouve que le passage est très pertinent dans la mesure où maintenant, ça nous paraît presque inconcevable de revoir cette scène sans passer. C'est un changement total de paradigme en fait et de la vision du monde, de la réalité, de comment nous la percevons. Ils ont travesti la scène, voilà, ils l'ont détruite à tout jamais. C'est incroyable parce que maintenant, eh bien, tout ce que voulait Isayama, eh bien, là pour le coup, ça y est, là maintenant, vous l'avez, c'est servi sur un plateau d'argent. C'est, oh oui, ils étaient méchants au début, on va tous les exterminer et tout. Alors qu'en fait, non, c'était un gamin quand il courait, quand il pétait littéralement la pierre, il en pouvait plus. Et alors Mappa optera donc pour le parti pris de la cohérence, de la réutilisation des plans de Wheat et ne montrera pas ce qui était si présent pourtant dans le manga, le point de vue des guerriers, les regrets, les remords. On aurait voulu peut-être encore une autre musique, quelque chose peut-être qui prenne un tout petit peu plus le temps de nous montrer à quel point c'est important, que c'est là que l'histoire commence et que eux sont dégoûtés de faire ça, de faire cette action. Ils le regrettent plus que tout, mais ils n'ont pas le choix, ils doivent le faire parce que il a encore beaucoup de questions, le petit Rainer, et donc il ne réfléchit pas, il va casser le mur. Et donc on a quelque chose d'assez, on va dire, pas maladroit, mais décevant quand on voit les plans de Wheat réutilisés pour ensuite, eh bien, aller sur de la 3D et voir le titan cuirassé enfoncer la porte. C'était pas terrible visuellement. Cependant, on pourra quand même retrouver un moment très important qui est le petit Hoover. Après avoir détruit la porte, se fera totalement snobber par le titan souriant, le titan de Dina Fritz, qui, vous l'avez bien compris, cherche donc qu'une seule chose, c'est de retrouver son mari. Et donc il ira viser directement la nouvelle femme de son mari pour la dévorer et ne s'intéresse pas du tout à Bertholdt. On a donc ici un titan déviant alors qu'on ne pensait pas qu'il l'était. C'est en cela qu'on disait que tout ce qui est utilisé a un propos et est capital. Ici, on va prendre le parti pris uniquement de montrer Dina pour nous dire c'est Dina qui commence cette histoire pour que tout est entremêlé, c'est-à-dire que à cause de Dina qui a été piquée, elle va rentrer, elle va manger Carla, Eren va pas être content, Eren va vouloir se venger, etc. Et donc le premier épisode de l'attaque des titans, plus de 10 ans sur le manga et plus de 7 ans dans l'animé, eh bien a une toute autre saveur. Et voilà alors que les guerriers se réveillent dans le camp de réfugiés et aperçoivent au loin les trois enfants, Armin, Eren et Mikasa, comme dans l'épisode 1 où le parti pris n'était pas celui de montrer un plan serré sur les soldats, mais plutôt un point de vue celui des guerriers, avec le rempart de Slava et maintenant ici le camp de réfugiés. Et donc on a un point de vue très intéressant parce que comme Eren, Armin et Mikasa sont de simples enfants, ce sont des inconnus pour eux, eh bien ils seront totalement mis de côté. La caméra ne va pas accentuer le propos sur eux parce qu'on ne sait pas qui ils sont. Alors encore une fois, mais toujours, on repense avec beaucoup d'émotion à cet épisode 2 où on voyait Annie, Bertholdt et Rainer enfants qui étaient en pleine disette. Ça donne des frissons. Maintenant, vous avez compris donc que la première partie de cet épisode était vraiment de montrer de l'autre côté des murs. Encore une fois, effacer tout le manichéisme de l'histoire. Le second but est de présenter un sacré personnage. Un personnage qui avait fait son apparition dans l'épisode précédent, qui avait perdu sa jambe, qui avait perdu un œil et à qui Falco disait qu'il va pouvoir enfin arrêter de se battre. Maintenant, nous le revoyons aujourd'hui et cette personne nous dit qu'il faut continuer d'aller de l'avant. Le rideau se lève sur Eren Yeager, présent à Mar, complètement différent. Qu'est-ce qu'il fait là? Pourquoi? La seule chose ici qui nous est expliquée, c'est un dialogue extrêmement pertinent que je vais vous expliquer puisque ça doit poser beaucoup de questions à beaucoup. C'est la question, la philosophie d'aller de l'avant. Quelque chose qu'Eren Yeager du coup va puiser de lui, mais également de Rainer Braun. Véritable reflet du soldat qui permet alors de créer constamment cet équilibre entre quelqu'un qui réussit et l'autre qui est en bas. Au début, Rainer Braun est quelqu'un de médiocre. Il va s'affirmer et comprendre que en tête d'affiche, il va devoir aider Eren Yeager, lui dire qu'il peut réussir, qu'il peut aller de l'avant. Et maintenant, on a un guerrier au bord de la mort, ayant constamment envie de se suicider, et un Eren Yeager
au sommet de son plan machiavélique. Dans les rues de Mar, la menace eldienne rôde. Et alors il est fascinant de constater que Eren précise que la première chose qu'il voit lorsqu'il voit ces guerriers, ces soldats, ces Eldiens devenus fous, il dit qu'on les a dépossédés de leur liberté. Voici alors la philosophie d'aller de l'avant, où lorsqu'on tombe dans les limbes, dans les ténèbres, lorsqu'on s'enfonce dans toute cette folie, c'est soit parce qu'on a été obligé, soit parce qu'on l'a décidé. Et ceux qui l'ont décidé, ils peuvent y percevoir quelque chose. Un espoir, peut-être une porte, ou alors quelque chose d'encore plus tragique. Mais pour le savoir, il faut aller de l'avant. Et cette philosophie, elle indique que malgré qu'on ne sait pas ce qu'il y aura derrière, il faut au moins faire un pas en avant. Parce que si on ne le fait pas, on ne se bat pas. Et si on ne se bat pas, on ne gagne pas. Philosophie qui, vous l'avez remarqué, porte le nom du titan assaillant, celui qui va toujours de l'avant dans n'importe quelle circonstance. Eren, qui possède le titan assaillant, ira toujours de l'avant. Là est le deuxième but de cet épisode, le deuxième objectif qui est totalement réussi, c'est de montrer que Eren Yeager et Reiner Braun sont exactement les mêmes. Les mêmes garçons se battant pour leur liberté et pour leur mère. Seulement, l'un par la culpabilité et les remords sera le monstre redevenu humain, restant lui dans le passé. Alors que l'autre, rongé par la haine, oubliera son humanité sans cesse préoccupé non pas par le passé, mais par l'avenir, en allant toujours de l'avant. Les mêmes enfants médiocres qui n'avaient que leur haine, leur ténacité, dont le premier enfant Amar disait je vais absolument tous les exterminer, le deuxième enfant à Paradis disait je vais absolument tous les exterminer. Ce sont les mêmes et c'est ça qui est beau, vous allez voir que vous n'êtes pas prêts pour ce qui arrive, Il n'y a rien qui pas vous a prêts du préparé, tout, parce que Reiner est devenu Reiner grâce à Eren et Eren est devenu Eren grâce à Reiner en fait. Les deux sont totalement complémentaires, ils sont... Mais c'est incroyable cette écriture, je peux pas en parler plus pour pas spoil, mais j'ai très hâte que ceux qui découvrent SNK avec l'animé découvrent la suite de cette relation qui est plus que magnifique mais aussi très importante, très bien écrite. Vous allez voir que c'est super. La première apparition d'Eren Yeager, son renouveau, sa renaissance sous le signe d'un arbre. Constamment, il est ici, à côté d'un arbre, comme à l'épisode 1, où nous représente Eren forcément à côté de cet arbre mystérieux. Et alors, on l'aura tellement attendu pendant des années et des années, c'était ce retour de Eren qui a totalement changé et est pourtant toujours le même. 怪我してるな。戦士になるための訓練か。それはよかった。君はいいやつだ。長生きしてくれるなら嬉しいよ。 On a la voix, celle de Yuki Kaji, son interprète depuis maintenant 7 ans, et j'avais beaucoup d'espoir, je me demandais comment il allait travailler ce personnage, lui qui aimait tellement Eren Yeager. C'était un moment, mais Ouais. tellement... Vous imaginez pas pour ceux qui lisent le manga à quel point... Enfin, Parce que nous l'avons... voilà, comment ils allaient faire On quoi. l'avait vu à la fin de la saison 3, Eren déjà changé, face à la mer, pointant du doigt l'ennemi, et son ton, son timbre était totalement différent. Il était désabusé, il avait compris quelque chose, compris que l'ennemi était encore là, et que ce n'était que le début, que rien n'avait changé, et qu'il allait devoir encore se battre, aller toujours de l'avant. Et donc, eh bien, ce changement de personnage, ce changement de philosophie, eh bien, se perçoit aujourd'hui dans le travail de Yuki Kaji, de son interprète, qui est magnifique. On dirait qu'il a littéralement pris 4 ans dans sa voix. On est sur un ton beaucoup plus grave, beaucoup plus adulte, et pourtant, c'est le même personnage, la même voix. C'est d'une réussite, mais magnifique. Il a réussi en fait c'est à reproduire grandiose. la transformation plastique du papier d'Eren qui est subtile, c'est-à-dire c'est le même mais pas vraiment, dans la voix. Alors j'ai énormément d'espoir pour la suite. Ouais, on est parce très que bien, très quand bien, on là. sait ce que Eren va faire plus tard et tout, et ben ça donne vraiment envie de connaître la suite, de revoir ce personnage-là. Comme qu'on a entendu les voix de Thomas iconiques quand Bertolt avec ses poses indique la météo. C'est tellement à la fois beaucoup de nostalgie et ça fait peur parce qu'on sait que, eh bien, C'est la chute libre hein, qui c'est la guerre qui commence. Une déclaration de guerre qui fait alors écho à celle qui s'est passée il y a donc 10 ans lorsque Reiner n'était qu'un enfant. Des enfants qui veulent attaquer les murs pour pouvoir provoquer l'originel. Cependant, ils ont bien remarqué qu'en détruisant Maria, il n'a toujours pas pointé son nez. En détruisant Rose, plus tard, qui n'est toujours pas dans ce flashback mais que nous connaissons l'histoire puisque c'est la bataille de Trost, eh bien l'originel n'a toujours pas pointé son nez. Alors pourquoi est-ce que ces enfants ont dû détruire autant de portes
pour une mission qui ne fait que échouer. Est-ce que on ne leur aurait pas menti? En effet, dans l'épisode, Reiner précise qu'il faut faire confiance aux scientifiques de Mar. Cependant, vous allez voir dans les prochains épisodes que ces scientifiques de Mar sont dirigés par donc les autorités supérieures du gouvernement qui, elles, comprennent donc, vous l'avez saisi, que l'originel ne se pointera pas. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, on peut faire le lien logique que les autorités Mar savent que le roi Fritz a fait le pacte de non-agression avec le titan originel. 始祖の巨人がマーレの手に落ちればエルディア人は終わりだ。エルディアが再び罪を犯すというのなら我々は滅ぶべくして滅ぶ。我は始祖の巨人と不戦のちぎりを交わした。壁の王は大陸の王家にそう言い残し壁の門を閉ざした。壁の巨人が世界を平らにならすとも言い残したのではないのか。その言葉が抑止力になる間に束の間の平和を享受するらしい。 Parce que petit cours d'histoire, au début, il nous était précisé que Karl Fritz, en allant sur son île, avait menacé le reste du monde, que si on venait le réveiller, si on venait le déranger, eh bien, il déclencherait le grand terrassement, amenant plein de titans colossaux piétiner l'entièreté du monde. Et pourtant, la vérité est que Karl Fritz, lui aussi, tiens donc comme Reiner, culpabilise de toutes les atrocités faites par le peuple d'Eldia durant 2000 ans et a décidé de faire un pacte de non-agression avec le titan originel, qui est qu'à chaque fois que le sang royal décide de contre-attaquer ceux qui les oppressent depuis 100 ans, eh bien, il se donnera la mort. Il ne peut pas riposter, il préfère laisser tout son peuple mourir. Mais alors, en connaissance de cause, pourquoi est-ce que Mar persiste à attaquer? Comment Mar sait qu'il ne va pas répondre, alors que pourtant, normalement, il est censé déclencher le grand terrassement. Il n'envoie que 4 enfants. Vous le verrez dans le prochain épisode de l'attaque des titans. Tenez-vous prêts, vous n'êtes absolument pas prêts pour ce qui arrive. C'était un épisode magnifique qui aura réussi ses 3 objectifs. Rendre ça ultra dynamique, montrer que rien n'est manichéen et montrer aussi que Reiner et Eren sont les mêmes. Attention, spoil, maintenant, on peut retrouver, oui, Eren sous un arbre qui est celui du début de la série, mais aussi celui de la fin.